Et peut-être, alors, un petit point, peut-être aussi, on pourrait ajouter que cette démocratie, ce débat d'idées, ce débat citoyen est de plus en plus, je dirais, généré par l'émotion, et plus par justement l'idée, plus par le concept, plus par la discussion rationnelle ou irrationnelle, enfin qu'importe, mais plus par le débat d'idées. Et ça a été très clair, on pourrait prendre comme exemple l'élection présidentielle de 2007 en France, où celui qui a, en tout cas les deux premiers candidats sont ceux qui ont su faire valoir une émotion très forte pendant cette campagne. Ça, ouais, je dirais que ça renvoie aussi à la place énorme qu'a pris la télévision dans précisément le débat ou le non-débat démocratique. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est une différence aussi extrêmement importante par rapport à ce qui existait il y a 40 ans dans tous les pays occidentaux, et d'ailleurs dans les autres pays, mais restons pour l'instant aux pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, éventuellement le Japon. À cette époque, les gens regardaient très peu la télévision parce que c'était un produit rare, c'était cher, il y avait une seule chaîne, ou deux, ou trois, enfin ça avait une présence dans la vie quotidienne beaucoup moins importante et dans la vie sociale beaucoup moins importante. La grande différence, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument analyser, sur lequel il faut vraiment réfléchir, c'est que maintenant la télévision a pris une place dans la formation de la conscience collective extrêmement importante. C'est-à-dire que en moyenne, c'est un chiffre qui paraît toujours abracadabrant, mais en moyenne, les gens regardent plus de 3 heures par jour la télévision. Et ils vont regarder non seulement, puisqu'on est en France, les émissions, les informations présentées par Madame Claire Chazal ou par Monsieur David Pujadas, dont on sait qu'ils sont toujours très biaisés d'une certaine façon, mais ils vont aussi voir je ne sais combien de messages publicitaires par jour qui vont leur dire achète ceci, achète cela, si tu veux être beau, si tu veux être bien, achète ceci, achète cela, ce qui est en soi une représentation idéologique du monde extrêmement marquée. Et puis dans les moments de divertissement, ils vont voir une certaine représentation de la société qui sera Secret Story ou des émissions qui présentent les rapports entre les gens d'une façon très particulière, où ils vont voir des feuilletons qui sont beaucoup centrés sur des affaires de police, de sécurité, de faits divers. Et en revanche, effectivement, pour répondre plus précisément à votre question, assez peu d'émissions où on se met en situation de parler, d'écouter, de documenter par des reportages ou des enquêtes, et où effectivement dans le balancement général de la vie qui est donnée par l'écran télévisuel, eh bien beaucoup plus accent à des aspects émotionnels que à des aspects rationnels. Mais d'une certaine manière, on pourrait revenir un peu en amont et voir que c'est une évolution au sein des penseurs que moi j'appelle capitalistes ou libéraux. Précisément, ils ne sont plus libéraux, mais dans les années 20 ou 30. C'est-à-dire qu'il y a eu une conception, notamment par des gens très importants, qui s'appelaient l'un Edouard Bernays, l'autre Walter Lippmann, et qui ont une influence énorme. Ils vivaient aux États-Unis, et pour faire simple, Edouard Bernays a inventé la publicité, il a inventé la communication, et ça s'appuyait sur une conception très pessimiste finalement de ce qu'est l'individu, de ce qu'est le citoyen, c'est-à-dire que Bernays comme Lippmann pensaient qu'en fait les individus ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, ils sont très largement impressionnables et peuvent être dirigés, peuvent être manipulés. C'était très explicite dans Edouard Bernays, dont un des principaux livres s'appelle Propaganda. Il explique très bien, il était un inventeur avec d'autres de la publicité, du conditionnement qu'on pourrait presque appeler un conditionnement sinon mental du moins intellectuel, et ben que beaucoup de choix des personnes peuvent être influencés en s'appuyant effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup sur des éléments émotionnels. Alors ça c'est important à la fois parce que des techniques ont été mises, ont été décrites et ont été mises en œuvre progressivement. C'est devenu la publicité et après qui a trouvé par la télévision une puissance, une amplification absolument énorme. Mais c'est aussi intéressant sur le fond parce que cela veut dire que dans l'évolution de la pensée libérale, il y a eu une rupture majeure qui, à mon sens, n'est pas assez vue, c'est-à-dire que la pensée libérale politique s'est élaborée au XIXe siècle, en parallèle d'ailleurs avec la pensée libérale économique, d'une certaine manière, elles étaient totalement unifiées à ce moment-là, sur l'idée que chaque individu agit rationnellement
a une capacité d'analyse de la situation qui lui permet ensuite de faire des choix appuyés sur cette raison. Et c'est dans le domaine économie, le fait que tous les individus qui poursuivent leur but de façon rationnelle vont par la main invisible, par la magie du marché, arriver à l'harmonie générale, mais c'est aussi une conception démocratique qui dit que l'expression de tous ces citoyens qui pensent par eux-mêmes et qui ont une analyse rationnelle va conduire à un choix collectif rationnel. C'est que l'individu, en fait, doit être et agent économique et citoyen. À l'origine, il est et agent économique et citoyen. Il y a d'autres conceptions de la démocratie, mais la pensée libérale, elle le considère comme ça, et surtout elle le considère comme un être rationnel. Le mouvement qui apparaît dans les années 1920-1930 avec Bernays, avec Lippmann, on pourrait aussi citer après Joseph Schumpeter, c'est de considérer qu'en fait non. L'individu n'est pas rationnel. Alors, ça découle aussi de la découverte de la psychanalyse et de l'inconscient. Bernays était un double neveu de Freud et ça l'a énormément influencé. Il a été très attentif aux théories de Freud. Et donc, à partir de là, ils ont défini une conception politique de l'individu, de la personne humaine, du citoyen, comme précisément n'étant pas un citoyen, mais quelqu'un qu'on peut orienter de façon habile. Et on en est venu à ce que vous disiez tout à l'heure, au fait que de plus en plus, effectivement, les spin doctors, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que les rois de la communication, les ingénieurs de la communication, notamment politique, vont chercher à orienter le message politique en fonction non pas d'un exposé rationnel et équilibré des faits et contradictoire, puisqu'il faut qu'il y ait débat, mais en cherchant sur quel ressort émotionnel on va pouvoir agir pour orienter la foule dans une certaine direction. Et puis bon, pour terminer sur la télévision, il y a aussi une dimension structurelle qui fait le temps avançant, les médias et les télévisions essentiellement sont de plus en plus détenus, contrôlés par des membres de cette oligarchie, et que de fait tous les éléments de débat qui pouvaient contredire l'opinion et l'idéologie générale de cette oligarchie n'existent plus. Vous citez dans votre livre une émission d'environnement qui a été assez éphémère, mais à laquelle vous avez collaboré sur Antenne 2. Ouais. On pourrait citer Apostrophe, on pourrait citer Arrêt sur Image, on pourrait citer des émissions de débat politique qui aujourd'hui effectivement n'existent plus.